Parole, parole, parole! Je n'en peux plus de ces phrases vides, de ces mots creux, de ces vers insipides, tous ces beaux parleurs, enfin, tous ces parleurs qui sont médiocres. Ça s'invective sur des plateaux de télé, ça fait des interviews où ils disent tout et surtout rien, et surtout qu'ils sont mauvais. Quitte à raconter n'importe quoi, autant le faire joliment. Quitte à insulter votre opposant, faites-le au détour d'un revers. Quitte à tourner autour du pot, faites-en une balade. Le plus grand crime aujourd'hui, ce n'est pas de parler pour ne rien dire, c'est de mal le faire. Rassurez-vous, si ce soir ils vous raconteront beaucoup de bêtises, eux, au moins, ils le feront bien. Mieux, ils vous parleront avec le cœur. Ils se livreront à nu pour vous. Ils vous raconteront leur vérité avec sincérité. Ils vous transmettront leurs convictions avec passion. Ils vous feront vibrer une fois de plus la belle éloquence que nous portons depuis la création de cette association. Ils viennent de tous les horizons. Président de l'association, ancien vice-président de l'association, invité surprise ou membre du futur bureau, les orateurs de cette édition du Prix Veille sont tous plus talentueux les uns que les autres. Pourtant, seuls 3 pourront prétendre au podium. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Un seul orateur pourra prétendre au titre le plus honorifique qu'à offrir notre IEP, meilleur orateur ou oratrice de Sciences Po Toulouse. Ils succéderont à de grands noms, Nathan Roux et Bérénice Elias pour ne pas les citer. La barre est ce soir plus haute que jamais. Cher public, bonsoir. Bienvenue à la 3e édition du Prix Veille. Cette année, c'est la Sainte du Sénéchal qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour ce concours que vous attendiez, j'en doute pas, avec une grande impatience. Leurs plumes sont plus affûtées que jamais, leurs verve imposantes et vibrantes, leur ambition dévorante. 6 duels à mort auront lieu ce soir. À chaque fois, l'un des prétendants défendra la positive d'un sujet, l'autre sa négative. Ils auront entre 5 minutes 30 et 5 minutes 45 pour vous charmer, vous séduire, vous convaincre, idéalement les 3 à la fois. Mais pour juger de tels talents, il nous fallait un jury tout aussi exceptionnel que nos orateurs. Et ils sont ce soir au nombre de 4. Créateur du Cinéloquence, président de Paroles Stratégiques, il nous vient tout droit de la cité phocéenne. Orateur brillant, il est aussi et surtout l'un des membres fondateurs de notre belle association et il vient ce soir voir le chemin parcouru par Dimitri. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Zakaria Kasmi. Troisième secrétaire de la conférence du barreau de Toulouse, oratrice confirmée et jury implacable, elle nous fait ce soir l'honneur de sa présence pour la première fois de l'année. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Maître Maroubi. Vice-président de la Fédération française de débat de la République populaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, membre du collectif d'orateurs indépendants Libre le Corps, je vous demande une ovation pour Jessie Berger. Journaliste et correspondant pour Le Monde depuis près de 12 ans dans notre belle région occitane, formateur, animateur de débats et de rencontres et enseignant à l'occasion à Sciences Po Toulouse, je vous demande à tous et à toutes de souhaiter la bienvenue à Philippe Gagnebet. Et tous ces hôtes de marque me font oublier la politesse la plus élémentaire. Je ne vous ai pas présenté l'ultime membre du jury. Il s'agit de toi, cher public. Vous pourrez, en effet, à l'issue des discours de cette soirée, voter pour l'orateur qui aura su emporter votre cœur pour lui décerner le prix du public. Si certains de nos orateurs souhaitent mourir sur scène, ils tiennent à le faire sous le feu des projecteurs et non ceux de vos flashs de téléphone. Je vous demanderai donc de ne pas prendre de photos des orateurs, puisque l'association pauvre s'en chargera ce soir. Enfin, la fanfouze nous fera profiter d'un entracte musical pendant les délibérations du jury. Je vous invite à ne le rater pour rien au monde. Mesdames, messieurs,
Je déclare la 3e édition du prix Veille ouverte. Sur le sujet, heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière, de Groucho Marx à la positive, Axel Rivière de la Fosse, à la négative, Yuri Bado. À la positive, Axel Rivière de la Fosse. Mesdames, messieurs et tous les autres, bonsoir. Bien que l'on dise garder le meilleur pour la fin, je suis très honoré d'ouvrir le bal du prix Veille de cette année. Aujourd'hui s'affrontent des gens beaux, des gens fiers, des fêlés de tout genre, mais pas moi. Voilà, sachez-le, je ne suis pas fêlé, en aucune sorte. Je porte des véjas blanches pour aller en cours, je lave ma chambre une fois par semaine, et pour la présidentielle, mon cœur balance entre PS et Modem. Je suis assez basique. Comprenez, être fêlé, c'est être libre. Libre de vivre sans sentir le regard des autres se poser sur soi. Libre d'aimer sans avoir la sensation de devoir prouver sa passion ou son amitié. Libre de marcher dans la rue sans s'angoisser de s'être sous-habillé, surhabillé ou de ressembler à un bouffon. Le terme d'overthinking me convient, je crois. Réfléchir trop dans la langue de Malraux. C'est désigné par le verbe l'état de panique qu'on s'inflige à nous-mêmes, à trop anticiper les réactions des autres et finir par se figer de peur de décevoir. Il me fait parvenir ce terme à la conclusion que trop réfléchir, c'est combler nos failles. Comme l'art japonais du kintsugi, cette réparation des pots cassés à la colle dorée, ce n'est que combler ce qui nous complexe, soi-disant pour le rendre plus beau, au risque de finir par ne plus oser bouger de dans cette boutique de porcelaine. Belle et fragile, en équilibre précaire, un seul faux pas et le petit monde qui nous entoure est surnommé Guernica. La lumière, elle réside dans l'air. C'est cette douce sensation de respirer sans effort, de ne plus avoir ni l'angoisse ni la responsabilité qui s'assoit sur votre thorax. La lumière, c'est l'idée qui vient et qu'on accepte, c'est qu'on ne rejette plus au nom de la raison. C'est l'acceptation de l'irrationnel, du spontané, sans s'embarrasser du sacro-saint, qu'en dira-t-on? Locke, Diderot, Rousseau, les Lumières se sont trompées. Ils croyaient se laisser engloutir par leurs brillantes idées. Ils ne font qu'écoper des reflets. Je n'y pense comme ça. Fêlée. Marionnettiste, intermittente du spectacle, elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Hérésie familiale. De faire de sa vie un spectacle, de ses lendemains un horizon. Sa dernière lubie, lâcher son appartement et partir sur les routes pour se former là où on l'acceptera. Partir. Partir sans rien, juste un sac à dos et de la détermination. Partir sans filet de sécurité, aucun. Partir et découvrir. Moi, dans la même période, je déboursais tout mon argent à Zara dans des fringues qui ne dureraient qu'une saison. Alors si c'est bien ma tante la marionnettiste, c'est quand même moi qui passe pour un guignol. Mais si je suis basique dans mon habit, je suis un anarchiste en col de chemise. Un traître en langage marxiste. Je rêve, je crois, de dynamiter cette société de snobinards enquistée dans des mœurs qui m'empêchent d'être qui je veux être, qui je suis. Je suis pour le limogeage de tous ces gardiens du vieux monde, mais soyons réalistes.
Je ne suis qu'un homme timide et, même sous le régime de la Commune, je serais resté sur les bords de la barricade. Le problème, vous savez, c'est qu'on n'arrive pas à se figurer une doctrine. Personne n'a écrit de manifeste des fêlés où il, ou elle, décrirait comment se défaire de cette société. Alors il faut que les choses changent pour ça. Il nous manque un modèle, un guide, un phare dans la nuit. Alors, Coluche est mort. Jospin n'aurait pas fait l'affaire de toute façon. Et même l'anticapitaliste Poutou s'est reconverti en boutiquier. Cependant, je m'adresse à vous, jeunesse. Ne le prenez pas mal, cher Julie. Libérez-vous, montrez-nous la voie, car je veux que me tombe dessus la lumière que vous laisserez filtrer par vos esprits ouverts. Car si cette voie est semée d'embûches, pleine de doutes, de débats inhérents à cette caste de remonteurs de courant, il ne faut jamais renoncer à la fêlure. Car c'est trop rare, car c'est trop précieux, car Jean Anouilh, sagement, nous enseignait, mais c'est plein de disputes, un amour, un bonheur. Il faut se battre pour ce bonheur, écouter la critique du vieux monde et le laisser mourir, et se réfugier dans l'espoir qu'un jour, un soir, le plus grand, le crépuscule inonde de lumière, le crépuscule inondé de lumière se transformera en une nouvelle eau. Sur le même sujet à la négative, Yuri Bado. À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. C'est sa manière de dire santé à l'un de ses collègues qui m'avait invité à passer chez lui lors d'un doux soir d'été, l'apéro étant pour lui le meilleur moment de la journée. Il n'est pas comme tout le monde, non. Lui, dit-on, est fêlé. Vous savez, ces personnes du genre, il est gentil. Bon, j'en ferai pas un élevage. Rien de méchant, vous vous en doutez. Je vous laisse d'ailleurs maître d'en juger. Je lui demande s'il se considère comme étant en bonne situation dans son entreprise. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de bonne... Chut. Non. Non, je ne souhaite pas entendre une autre de ces envolées philosophiques. Comme cette fois où il a commencé par dire que le travail rendait cynique, avant de dire qu'il rendait libre. Reprenons. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard, 2 bouteilles de vin à la main, du rouge et du blanc. Je lui demande lequel il veut boire, il répond juste le blanc. Puis il divague d'anecdote en anecdote. Mais la mine aussi a du mordant. Je ne fais qu'attendre qu'il me la laisse dire à un moment. Il s'interrompt, alors je saisis l'occasion. C'était hier soir, je retournais chez mon amante, votre mère. Il m'arrête net et s'exclame « Mais ma mère n'est pas votre amante !» Il n'a pas compris. Votre mère, c'est son nom. Rachida de son prénom. Rachida, votre mère. Enfin, voyant que cette histoire ne mène à rien avec lui, je décide de partir. Mais à peine suis-je debout qu'il me propose un whisky. Bon, pourquoi pas? Un doigt, s'il vous plaît. Dubitatif, il me regarde et me dit « Vous voulez pas un whisky d'abord ?» C'est donc un peu servi sur un plateau d'argent. Ces gens fêlés illuminent nos soirées, mais aussi nos vies. Mais sitôt sa porte est-elle refermée et que me voilà reparti, que sans même s'être retourné, son sourire s'évanouit. Un phare pour les autres,
mais un naufrage pour lui-même. Cette bougie qui brille toute la nuit, mais qui en ressort consumée. C'est pourquoi s'il apporte la lumière, le fêlé n'en est pas heureux pour autant. Certes, c'est déconcertant. Et qui d'autre que lui-même pour nous parler de son mal-être? Il nous dit « Je suis comme un arbre, un être, vivant dans ce lieu idyllique, imaginé par un poète. C'était un petit trou de verdure il y a fort longtemps, mais les racines avaient pris pied dans leur sol depuis 25 printemps. Un jour, un oiseau se posa sur une de mes branches, un rossignol. Arrivé dans ma vie spontanément, c'est avec lui que j'aimerais passer mes étés. Mais cette relation ne connut pas l'hiver. Elle ne passa même pas l'automne. Et ce petit val devint un marais. Aussi entre crue et sécheresse, ayant un jour trop d'eau et l'autre pas assez, me sont apparues de nouvelles faiblesses. Et c'est tout mon intérieur qui s'est fissuré. C'est à ce moment-là que j'ai compris que s'il y a des arbres qui poussent droits, beaux et grands, il y en a d'autres qui poussent. C'est tout. Mais tout comme mettre un pansement sur un miroir brisé, mon corps, lui, reste fracturé. Alors, où est mon bonheur? Lui qui se cache pendant ces bonnes heures, celles du matin où la rosée se dépose sur mes feuilles, avec ces mots qu'elle porte en elle. Nouvelle journée, nouvelle vie possible. Ce bonheur, il n'est nulle part. C'est pourquoi je décide d'arrêter de pousser contre les murs. Et j'apprends à vivre dans la pièce. Heureux seraient les fêlés. Et quoi d'autre? Je laisse passer la lumière, mais on n'éclaire pas les autres lorsqu'on est soi-même plongé dans le noir. Ce n'est pas au grand jour, mais bien au grand soir que mon esprit est soumis. Feuilles de toutes mes branches, unissez-vous et captez tout le rayonnement du soleil que les chênes nous volent. Je dirais même, allons couper les branches des arbres qui en ont plus que nous. Une citation d'un mort. Vous vous attendiez à quoi? La nuit viendra donc à ma rencontre. Mais cette fois-ci, c'est moi qui la provoque. Je m'apprête à m'endormir pour un moment. Un sommeil sans équivoque. J'attends seulement qu'il sorte de chez moi. Et tranquille, alors que je ferme les yeux, j'ai 2 trous au côté droit. Sur le sujet, le succès, c'est comme la beauté, ça ne se discute pas, ça marche. À la positive, Suzanne Boursolas, et à la négative, Anaïs Toussaint. À la positive, Suzanne Goursolas. Rouge à lèvres, cheveux plaqués, costard impeccable, chemise repassée. Est-ce que j'ai l'air professionnelle? Je ne me suis pas vraiment donné la peine de me poser la question. Pourtant, mon directeur, lui, ne semble pas convaincu. Il continue, il répète inlassablement. Vous comprenez? Vous comprenez qu'on ne peut pas fonctionner comme ça ici, que chez Maison Vitrine, on a une image à tenir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Attention, c'est ma faute. Pour une réunion avec mon directeur et celui qui pourrait être le futur partenaire financier de Maison Vitrine, de mon fardage, j'ai oublié l'essentiel, les chaussures. Car comme est en train de me l'expliquer mon très cher Bernard, la basket n'a pas la force d'un talon et à plat, je n'incarne pas l'élégance suffisante pour représenter la boîte. Des talons. Si seulement ils étaient à mes pieds, que je puisse les planter dans sa gorge. Je l'écoute, mon supérieur. Vieil homme aux cascades de plis, engoncé dans un costume trop serré, m'expliquait à moi que non seulement l'absence de talons lui est insupportable, mais qu'également mon rouge à lèvres fait un peu pute. Il continue de débiter, toujours avec assurance. Il me fait un grand discours sur l'importance de l'image. Imaginez un meuble sans tiroir. Eh bien, une femme sans talons, c'est pareil. Analogie romanesque, moi je suis le tiroir dans cette affaire. Et le pire, c'est que je sais bien qu'il a raison. Je sais que l'image que je renvoie déterminera le jugement que les autres porteront sur mes compétences. Dans mon cas, j'aurais beau expliquer que non, je ne suis pas la secrétaire, mais la directrice marketing.
que j'ai obtenu un doctorat, parle 5 langues et surtout connais mieux le projet que personne. On aura déjà vu, moi, et mon rouge à lèvres. Alors évidemment, être une femme, ça joue. On ne pourra n'être que davantage jugé sur notre apparence et nos apparats. Mais là n'est pas la seule raison. Car qu'importe le genre, la beauté a cet avantage de toujours faire taire la faculté de raisonnement. Évidence sublime, elle n'appelle pas l'argument, elle s'impose d'elle-même. Pourtant, Bernard, vieux libidineux repoussant et ma foi un peu dégueulasse, n'a pas besoin de talons pour attirer l'attention. Quand il parle, on l'écoute. Mais ici est l'astuce. Comme avec la beauté, face au succès, au triomphe ou à la réussite, on est bien taciturne. On pourrait penser que c'est relatif, mais moi je vous le dis. Quand Bernard, patron qui a réussi à faire de Maison de Vitrine le leader mondial du luxe, vous dit que vous ressemblez à une pute et que vous feriez mieux de filer enfiler vos talons, silencieuse, vous vous soumettez. Parce que les faits sont là. 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une valorisation qui dépasse les 400 milliards. Quand on parle de capital, il n'est plus si relatif le succès. Et trouvez-le-moi, celui qui ira me démontrer que Bernard, chef d'entreprise mondialement reconnu, est un raté. Attention, on peut avoir l'opinion qu'on veut sur lui. Mais ici, on ne parle pas de grandeur morale. Car le succès n'est pas éthique. Et c'est pour ça qu'on n'en discute pas. L'influence et la puissance qu'a cet homme ne se débattent plus. Les milliards lui donnent raison. On ne se demandera d'ailleurs pas s'il les a mérités, si c'est grâce au travail qu'il a réussi. Vous le savez bien, tout est héritage. D'ailleurs, regardez, les ouvriers, les usiniers, les manutentionnaires, les agents d'entretien, les aides à domicile, les caissières, les livreurs, les plongeurs, on ne saurait leur reprocher de ne pas travailler, de ne pas s'efforcer, et pourtant, on n'ira pas leur accorder la même reconnaissance sociale. Mauvaise fortune. Naissant les bonnes cartes en main, leurs efforts ne rivaliseront jamais avec ceux qui ont réussi, car le succès, ça ne se négocie pas. Alors attention. Moi, je suis la directrice marketing de Maison de Vitrine et je ne ferai pas semblant de défendre ceux qui ne sont pas les miens. Car bien souvent, sans avoir besoin de paraître belle, avec moi non plus, on ne discute pas. Il y en a au-dessus de moi, certes, des plus puissants, ceux qui ont la chance de réussir davantage, mais j'accepte les règles du jeu, car je sais que je fais partie de celles qui gagnent en termes de reconnaissance. Alors pour ma réunion, avec celui qui pourrait être le futur partenaire financier de Maison Vitrine, cheveux plaqués, costard impeccable, chemise repassée, c'est silencieuse et sans débat que je quitte mon rouge à lèvres et pars enfiler mes talons. Sur le même sujet, à la négative, Madame Anaïs Toussaint. Je suis intrinsèquement inapte. On m'a souvent fait comprendre que je n'étais pas faite pour réussir. Pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que je n'avais pas l'air de l'être. Je réussis dans la vie comme je sais me maquiller, difficilement. Il suffit de voir le prix des cosmétiques, rien n'est gratuit. Mesdames et messieurs, mais surtout mesdemoiselles, enchantées. Je suis Anaïs, hideusement brillante et fière de l'être, experte de l'effort en continu et persuadée de ma réussite hypothétique. Je suis laide. Mais pas de façon dramatique ou romanesque, non. Juste laide. Laide au point que l'on vous regarde 2 secondes de moins, que l'on vous coupe la parole plus facilement,
que l'on vous explique ce que vous savez déjà, parce qu'en vous regardant, on a décidé que vous ne le saviez pas. Et vous savez, le plus drôle, c'est que je compense. Je fais plus, je donne plus, comme si je partais déjà avec un retard. Alors forcément, on finit par comprendre. On nous a vendu une image, celle du succès seulement visible dans les magazines de couverture, dans les couvertures de magazines. Nous voulons forcément quelqu'un de rayonnant, qui n'a pas l'air d'avoir essayé, comme si la réussite tombait du ciel, propre, sans bavure. C'est vrai, ça fait vendre, et nous on achète sans même regarder l'étiquette. Qui ne souhaite pas tout avoir sans fournir aucun effort? Mais donnez-moi la recette du succès, qu'on en profite tous. Moi aussi, je veux goûter à la facilité et la dévorer. Mais on apprend avec le temps que cette soi-disant beauté n'est que du maquillage, que l'on appelle deuxième peau. De la chirurgie qu'on qualifie de regain de vitalité, des filtres que l'on nomme lumière naturelle. On nous vend de l'authenticité produite en série. Nous ne sommes que des dupes consentants, convaincus que certains brillent naturellement, alors que tout n'est qu'illusion. On nous apprend à admirer ce qui scintille. Mais la beauté que l'on nous donne, vous pouvez la perdre demain matin dans un accident de voiture, dans le temps qui passe, dans un miroir déformant. Elle n'a pas de brouillon. On ne la rate pas, on ne la recommence pas. Elle est là, ou elle n'y est pas. Le succès, lui, ne ressemble pas à ça. On imagine qu'il sonne, qu'il brille, qu'il y a une bande-son quelque part qui nous rappelle à quel point on est exceptionnel, allégorie de notre gloire. Mais le mien est silencieux. Il ressemble à un lundi matin, 6 heures après une nuit trop courte, à un message laissé sans réponse à une page que l'on recommence pour la 10e fois. Mon succès ne marche pas. Il rampe, il trébuche. Pourtant, on finit par s'y habituer, on comprend vite que le charme ne suffit pas. Il faut plus, toujours plus. Alors on recommence, encore. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait réussi sans se salir les mains. L'échec, lui, on n'en parle pas. Si notre ami pas si imaginaire, on le cache, on l'enterre, on fait semblant qu'il n'existe pas. C'est pourtant lui qui travaille dans l'ombre. C'est lui qui réorganise, qui recalibre, qui transforme une impasse en détour. Notre compagnon n'est pas l'opposé du succès. C'est son chantier. Ma réussite n'est pas lisse. Elle est pleine de ratures, de blessures, de tentatives ratées. Et mes yeux en sont le témoin. Fatiguée, oui, mais pas éteinte. Je suis une brûlée. Toutes mes cicatrices sont un rappel de mon bouillonnement intérieur. Parce que ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que la route est sinueuse. Ce n'est pas une simple ligne d'arrivée. Elle ressemble à un couloir que l'on parcourt seul, dans le noir, sans savoir vraiment où on va. Et pourtant, on continue. Non pas parce qu'on est courageux, mais parce qu'on ne sait plus faire autrement. La beauté que l'on m'a refusée, je ne peux pas la rattraper. Mais la réussite que l'on ne voulait pas me donner, je l'ai prise. Pas élégamment, non pas proprement, mais avec des nuits trop courtes et des matins trop durs. Alors non, mon succès ne marche pas. Il boite, il saigne, il doute, mais il existe. Le vainqueur remporte tout, c'est bien connu. Si les victoires se célèbrent dans la lumière, elles se remportent avant tout dans l'ombre. Et pour une fois, c'est moi la grande gagnante. Sur le sujet, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, à la positive Sacha Atlan, à la négative Rebecca Nivelle. À la positive Sacha Atlan. Il y a 90 ans, un homme montait sur une estrade. Il promettait de rendre sa grandeur à un peuple humilié et désigner des coupables avec la précision d'un horloger suisse. Il parlait fort, vrai selon sa propre vérité, et le peuple applaudissait à tout moment.
Je ne prononcerai pas son nom, vous le connaissez déjà. Et si vous ne le savez pas, c'est précisément pourquoi je suis ici, debout devant vous ce soir. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Cette phrase, ce soir, on l'attribue à Karl Marx. Un débat sur la mémoire historique, inauguré par une erreur historique. Quelle ironie, vous me direz, car cette citation n'est pas de Karl Marx, elle est de George Santayana, pour certains, elle est de Winston Churchill pour d'autres, et si vous cherchez bien, Napoléon l'aurait très bien signé lui aussi. En tout cas, avant la Russie. Cette phrase, elle est de tout le monde, ce qui, convenez-en, est une façon assez élégante de n'appartenir à personne. Seulement, je dois vous avertir. Ce soir, quelqu'un va tenter de vous convaincre que cette leçon ne vaut rien. Permettez-moi donc avant tout de saluer mon adversaire. Elle va être brillante, convaincante et cultivée à n'en pas douter. Puis elle va monter sur cette scène qui existe parce que les Grecs ont inventé le théâtre pour vous dire que les Grecs ne lui ont rien appris. Elle va modéliser Voltaire, Diderot et Montesquieu pour vous convaincre à nouveau d'éteindre les lumières. En français courant, on appelle ça se tirer une balle dans le pied. Mais en rhétorique, c'est une contradiction performative. Mais venons-en au fond, parce que ce soir, ce n'est pas elle que l'histoire jugera, c'est vous. Pourquoi les mêmes peurs renaissent-elles? Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles? Pourquoi les mêmes tragédies se répètent-elles? Si l'histoire ne se répète pas, pourquoi les tyrans commencent-ils toujours par brûler les villes? La réponse, vous la connaissez. Hitler organise des autodafés dans les rues de Berlin, Mao envoie les intellectuels au champ, et les Khmers rouges fusillent les porteurs de lunettes. Les lunettes, c'est suspect. Ça ressemble trop à quelqu'un qui vit. Apparemment, voir clair est déjà une activité subversive. Les siècles passent, mais les passions humaines ont la mémoire courte. La peur change d'accent, la propagande change de logo, la tyrannie, elle, change d'uniforme. Mark Twain disait que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Et certaines rimes, il faut bien l'avouer, ressemblent à des refrains inquiétants. Et pour l'entendre, il faut connaître l'histoire. Car l'ignorance n'est pas neutre. L'ignorance est un terrain fertile, un terrain où peuvent pousser les simplifications dangereuses, les faux héros, les fausses solutions, et bien trop souvent les vraies catastrophes. Ceux qui ignorent l'histoire deviennent faciles à convaincre. Pas par la force, par les mots. Toujours les mêmes mots d'ailleurs. Urgence, menace, sécurité, vous les connaissez. Et derrière ces mots, on glisse des décisions qu'on n'aurait jamais acceptées autrement. Moins de liberté au nom de la sécurité, moins de nuances au nom de l'efficacité, moins de vérité au nom de la paix, mais on augmente quand même le budget de l'armée. Et ça marche, parce que sans mémoire, on ne reconnaît pas le procédé, on ne voit pas le piège. On croit entendre une idée neuve, alors qu'on nous rejoue un vieux discours, presque mot pour mot, comme l'époque d'un Premier ministre qui appellerait une France aux Français, ou celui d'un milliardaire qui nous donnerait son cœur un peu trop haut. Or, nous n'écoutons pas les victimes. On les ignore, on les contexte même, on les accuse parfois. Certains préfèrent nier les chambres à gaz plutôt que d'entendre ceux qui y ont survécu. Comme si entendre les témoins était moins important que protéger les mensonges des coupables. On vous dira que c'est toujours différent. Vraiment, c'est toujours pareil. Celui qui ne connaît pas l'histoire n'est pas seulement ignorant du passé, il est vulnérable dans le présent et dangereusement imprudent face à l'avenir. D'autres vous diront que connaître l'histoire n'a pas empêché les catastrophes, que les historiens n'ont pas évité les guerres, que les savants ont parfois eux-mêmes armé les tyrans. Mais l'histoire n'est pas seulement un catalogue d'erreurs, elle est aussi, et même surtout, une leçon de courage. Elle nous rappelle que face aux pires tempêtes, certains ont résisté, que face à la peur, certains ont refusé de se taire, et que face aux limites de la souffrance humaine, certains n'ont jamais trahi un seul secret, lui qui les savait tous. L'histoire a vu nos grandeurs, elle a vu nos lâchetés aussi. Elle a tout vu. Alors, l'histoire, mesdames et messieurs, est un miroir. Et un peuple qui brise son miroir pour ne plus voir ses rides a 7 ans de malheur. Il ne tient finalement qu'à vous. 2 options, 2 mots, 2 destins. Se souvenir ou subir. Avant que l'histoire ne choisisse à votre place, choisissez. L'histoire, elle, a déjà choisi et elle le refera. À la négative, Rebecca Nivelle.
Je suis ce tableau que vous ne verrez jamais. Celui qui illumine la pièce par sa peinture des grains de sable du Sahara. Couvert d'or, peut-être, mais surtout taché du sang de la veuve tenant son fils contre son sein. Je vois qu'un homme semble vouloir me parler. Il n'est pas bien grand, sans doute a-t-il le physique de ses idées. Que dites-vous, mon cher? Vous dites qu'un homme averti en vaut deux? Faudrait-il alors comprendre que celui qui ne l'est pas ne vaut rien? Qu'il est commode de juger celui qui ignore, qu'il est confortable de mépriser celui qui ne sait pas, qu'il est rassurant de croire que le savoir suffirait à vous sauver. Vous parlez des gloires et des mérites de votre pays sans jamais vous questionner sur la véracité de ces récits. Vous avez l'amour de l'histoire officielle. Je vous l'accorde, c'est une passion fort agréable, puisqu'elle vous dispense de chercher la vérité. J'espère ne rien vous en prendre. Je n'en doute pas, je vous connais bien trop intelligent. Or, savez-vous que les vainqueurs écrivent l'histoire et que les vaincus ne font que la raconter? Que depuis Romulus et Rémus, le sang a précédé le récit et le récit a souvent cherché à absoudre le sang. Dès les premiers pas des civilisations, ce ne sont pas seulement les faits qui ont bâti les empires, ce sont aussi les mots qui ont été choisis pour les raconter. Et ces mots, bien souvent, ne disent pas, ils déguisent, ils ne révèlent pas, ils arrangent, ils ne transmettent pas la vérité, ils la travestissent à la mesure des vainqueurs. Ce vaurien, celui que vous accusez avec tant de facilité de ne rien savoir, n'est pas aussi condamné qu'on le prétend. Lui, au moins, grand esprit soit-il, assume de dire « je sais que je ne sais rien », tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. C'est celui qui connaît mal l'histoire, et qui pourtant prétend la connaître, qui est davantage menacé. Comme celui qui la reçoit déformée. Lui marche vers les mêmes abîmes, croyant pourtant avancer dans la lumière. Comment? Ce que je dis ne vous plaît pas? Vous vous emportez et me dites que la connaissance suffit pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Vous semblez croire qu'apprendre les récits des puissants suffirait à ne pas les répéter, alors que c'est surtout une manière de leur ressembler. L'histoire ne devient utile qu'au moment où elle cesse d'être une simple connaissance. Enfin, mon cher, de quelle utilité serait un savoir qui n'éveille aucune conscience, qui n'arrache aucun refus, qui ne fasse naître ni honte, ni courage? Il ne faut pas seulement apprendre de ses erreurs, il faut surtout agir pour éviter qu'elles ne se répètent. Prenons l'entre-deux-guerres. L'Europe avait encore dans la chair le souvenir de la première, les générations fauchées, les gueules cassées. Elle sortait à peine de la barbarie qu'elle préparait déjà la deuxième. Connaître ne suffit pas. Encore faut-il avoir la volonté de ne pas recommencer. Non, mon cher, l'histoire ne sauve personne toute seule. Elle ne fait pas des hommes de bien comme la pluie vient après le beau temps. Il ne suffit pas de connaître le nom des abîmes pour ne pas y tomber. Il faut encore avoir la force de reculer au bord du gouffre. Il ne suffit pas d'avoir lu la souffrance des hommes pour ne pas l'affliger à son tour. Il faut encore consentir à ce qu'elle vous juge. Si l'histoire peut devenir une force, ce n'est que lorsqu'un homme, une femme, un peuple tout entier décide enfin de dire non à ce qu'ils savent être injuste. C'est ainsi que Zola ne s'est pas contenté de connaître la loi, il lui a résisté. Jean Moulin ne s'est pas contenté de comprendre la barbarie, il s'y est opposé. Il n'a pas seulement vu venir le désastre, il n'a pas seulement nommé le mal, il a choisi de lui refuser sa soumission, de lui imposer l'unité quand tout poussait à la division, la fidélité de la France quand d'autres consentaient à la collaboration. Alors, vous avez tort de tant mépriser ce vaurien que vous accusez de ne rien connaître. S'il lui reste au moins le pressentiment de refuser, c'est qu'il est moins perdu que celui qui, bardé de culture et de certitude, continue pourtant de servir les mensonges qui préparent les fautes de demain.
vous entends plus très bien, mon cher. Vous dites que je transforme la vérité, que la peinture de la scène n'est pas fidèle à la réalité. Mais si je suis ce tableau que l'on ne verra jamais, c'est parce que vous m'avez enfermé pour servir vos intérêts. Si cela vous rassure de croire que seul celui qui ne connaît pas l'histoire est amené à la répéter, c'est que vous êtes le réel condamné. Sur le sujet, la folie des plus folles dès lors qu'elle est collective, à la positive, Monsieur Octave Assad Bouba. Incompris, bizarre, sale, hideux, abscon. La moindre rumeur vous transforme en monstre. Votre présence fait tourner les têtes, baisser les yeux et changer les trottoirs. Vous vous rêviez roi, libre, insouciant, bien dans votre peau. Vous n'êtes qu'un valet dont tout se joue et jamais, au grand jamais, vous ne serez le président. Cher public, bonsoir. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, il y a de grandes chances pour que dans la vie, vous cheminiez seul. Votre meilleur compagnon dans les soirées d'hiver est sans nul doute votre ombre, votre chat, votre ami imaginaire, ou, oui je vais oser, votre main droite. Car pour que les écarts, les paroles en l'air, les styles recherchés soient validés, il faut mieux être accompagné. Et oui, vous pensiez y échapper, mais nous voilà revenus à une structure sociale digne du collège Jean Moulin de Villeneuve d'Ascq et son cortège funèbre. Pour ne pas s'effondrer dans un château de cartes, allez là où est valorisé votre meilleur atout. Si à la cour, le fou est raillé, n'oubliez pas qu'à la belote, c'est lui le maître. Pour certains, trouver chaussure à son pied peut s'avérer long et décourageant, d'autant qu'il y a des fous qui oublient vite, des anciens fous qui oublient vite d'où ils viennent. À plusieurs, la gêne se dissipe, et enfin on peut être vraiment libre, vraiment fou, seul on va plus vite. Ensemble, on trouve la force pour briser les barrières qu'on a installées soi-même à l'intérieur. La présence d'autrui est capable de galvaniser les passions et de donner confiance à ses rêves les plus fous. Ça y est, j'ai réussi à vous convaincre et j'en suis moi-même convaincu. Nous croyons en nous en l'espèce humaine, le pouvoir de la solidarité nous permet d'accomplir tout ce qu'on veut. C'est merveilleux. Et les rêves des seuls dans la rue et dans leur tête, on les réalise comment? Car oui, nous les valides avons généralisé le terme de fou. Mais qu'en est-il des schizophrènes, des bipolaires, des dépressifs, des borderline, des gens dont les pensées sont trop sombres pour être montrées, pour être acceptées? Au lieu de les inclure dans notre monde, pourtant de prime abord tolérant et divers, nous avons muré les fenêtres de leurs chambres et in extenso de leur cerveau. Nous avons fabriqué des médicaments pour les conformer au moule majoritaire. Nous avons cultivé la folie de telle sorte qu'elle soit inébranlable. Autrefois, il y avait un énorme nous. Nous avons coulé au béton armé la frontière avec eux. La folie ne veut donc pas être dissoute par la relation avec autrui, car suffoqués par notre atmosphère validiste, ils ne parlent qu'à eux-mêmes. Par chance. La nature, dans sa générosité, leur a fourni des interprètes, psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychoquacs, seulement, erreur de casting, la plupart sont niveau A1 en langue des fous. C'est comme poser un pansement sur un cerveau fêlé qui a déjà acheté la corde. Les fous ont-ils vraiment besoin de ces faux amis qui les rassurent sur le court terme, mais les maintiennent dans leur folie, leur disent de ne pas s'écouter eux-mêmes? Aurais-je besoin de préciser que leurs prédécesseurs pratiquaient l'électrochoc, la trépanation, pour éteindre les fous de l'intérieur? Nous avons tous nos différences qui nous rendent uniques. Pourtant, seules certaines sont stigmatisées. La calvitie suppose un cuir chevelu qui réagit différemment aux hormones, tout comme il existe des personnes qui réagissent différemment à leur environnement. Pourtant, je n'ai jamais vu d'hôpitaux spéciaux pour les crânes dégarnis ou un dégoût ambiant quand un chauve entre dans un avion en partance pour Istanbul. Notre ostracisme envers les fous relève donc de la folie. Parmi nous, il y a un collectif qui, de tout temps, a attisé les accusations de folie. Les femmes.
Être pécheur, tentateur, trop libre, trop nu, trop hystérique pour être sorti d'une côte. Vouloir être l'égal des hommes, au Moyen-Âge, c'est être une sorcière. Aujourd'hui, c'est être une sale conne. Une folie intérieure brûlant dans leur cœur aussi ardemment que le bûcher destiné à celles qui se sont révoltées contre le statu quo. Une place décidée à la hâte, un moule précis comme celui des gâteaux que la bonne ménagère prépare à ses enfants. S'il existe des femmes qui renient l'héritage des folles, quitte à les ériger en némésis, elles doivent les maigres droits qu'elles ont obtenus à la folie. Et le combat continue. Alors faisons vivre la folie qui nous anime et acceptons tout un chacun, soyons fous, hein, même les chauves, parce que oui, plus on est de fous, plus on vit. Sur le sujet, le plus grand danger pour notre avenir est attentif de Jane Goodall à la positive Merlin Delrieux, à la négative Adam Fleur. À la positive, Merlin Delrieux. On a tous pensé une fois à partir, quitter le devant de la scène, se retirer. Moi, le premier, quand tout va mal, je me dis à quoi bon? À quoi bon rester? Dans ce genre de moment, je n'ai envie qu'une chose, retrouver ma terre promise, la Bretagne. Une fois là-bas, être seul, loin du monde, loin des tracas du quotidien, loin des sentiments, loin de la passion. Ne plus rien faire. Enfin, si, une seule chose, écrire. Écrire pour chercher à vaincre le temps. Écrire jusqu'à ne plus avoir de souffle. Écrire dans l'attente que Dieu me rappelle à lui. Cette mise à distance est un réflexe naturel. J'ai même envie de dire un réflexe humain. Pourtant, en me retirant, je ne résous rien. Je laisse le monde tourner sans moi. Puis, je dois vous le dire, ce retrait n'est que factice, même perdu dans les langues bretonnes, la passion me rattrapera. Et mes mots, eux, me trahissent. En voulant écrire loin de tout, je me révèle à vous. J'ai le besoin d'écrire, le besoin de convaincre, le besoin d'agir avec mes métaphores sur celui ou celle qui me lira. Et pourtant, en me mettant à l'écart du monde, je lui tourne le dos. J'abandonne la flamme de vivre derrière moi, et sans le vouloir, je laisse l'avenir vaciller. Cette histoire, cher public, c'est la mienne, mais c'est aussi un peu la vôtre. Qui ne s'est jamais dit un jour, face à une situation un peu compliquée, je ne peux rien y changer, ou encore, ce n'est pas mon affaire. C'est tous ces petits moments du quotidien où l'on décide de ne pas agir. C'est quand un ami nous parle et qu'on détourne le regard, qu'on ne lui tend pas la main. C'est la veille d'un scrutin quand on se répète pour se convaincre, pour tenter de se convaincre, à quoi bon voter. Une voix de plus, une voix de moins, ça ne changera rien. C'est quand Jacques Chirac nous dit et nous sermonne, notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Et c'est là que le danger commence. Il ne se déclare pas, ne s'annonce pas, il s'immisce lentement, à bas bruit dans nos silences, dans nos inactions, dans nos non-dits. Voilà comment l'avenir s'éteint. La flamme de vivre s'étouffe, diminue et disparaît, emportant avec elle tous nos rêves d'avenir. Si tout le monde pense ainsi, alors plus rien n'avance. L'avenir devient incertain, l'avenir devient vide, l'avenir finit par s'effacer, lentement, presque sans bruit. En baissant les bras, nous le mettons en danger, cet avenir, alors que nous devons l'écrire. Si nous renonçons face à l'adversité, face aux grands défis, nous trahissons ce qu'il y a au plus profond de nous, l'espérance. Et alors, plus rien n'a de sens, plus rien ne tient. Si nous agissons moins, si nous ne vivons plus vraiment, nous laissons les choses se faire toutes seules. Nous devenons de simples spectateurs et nous cédons alors la place à l'indifférence. Nous renonçons. Et le renoncement est un danger, l'inaction un vice, l'apathie une faute. Mais il y a pire que de ne pas agir. Il y a refuser de ressentir. Ressentir les joies, les peines, l'amour, la peur ou encore la colère. On se
se dit que c'est plus sage de ne pas se laisser déborder, que c'est plus sage d'être en retrait ou d'être détaché. Toutefois, être en retrait, être détaché, c'est renoncer à notre grandeur d'âme. C'est renoncer à ce qui malgré tout nous permet de tenir. Le danger est là aussi. Comment construire un avenir sans sentiment, sans passion, sans âme, tout simplement. Si pour Épicure la mort est absence de sensation, alors oui, j'ose vous le dire, cher public, chaque indifférence, chaque retrait est déjà un pas de plus vers elle. Refuser les émotions, c'est se laisser mourir à petit feu. Votre avenir sera peut-être sans peine, mais à quoi bon vivre si l'on ne peut pas ressentir? Alors vaincre l'apathie, c'est regarder la faucheuse droit dans les yeux, lui tenir tête et lui dire « tu ne mourras pas ». Pas ce soir. Ce soir, je continue à rire, je continue à aimer, je continue à pleurer, car tant que j'agis ainsi, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras jamais. Tant que j'agis ainsi, je vis. Mais ce combat ne se joue pas seulement face à la mort, ne se voit pas que dans le monde. Il se joue en moi. Chaque jour, dans chaque hésitation, dans chacun de mes doutes, quand je recule face à l'adversité, quand je me ferme aux autres. Et pourtant, quand je prononce ce « à quoi bon », quelque chose en moi résiste. Il y a cette petite voix qui me dit « Merlin, tu ne peux pas partir ». Et donc, malgré mes désillusions, malgré mes peines, malgré mes défaites, je décide de rester. Parce que partir, c'est renoncer. Renoncer à l'action, renoncer à l'espérance. Partir, c'est renoncer à aimer. C'est renoncer à l'aimer, à sa voix, à son regard, à son sourire. Parce que si on renonce à l'amour, alors là oui, on pourra dire que l'avenir est en danger. Pas parce qu'il sera impossible, mais parce qu'il n'en vaudra plus la peine. Aimer, c'est déjà croire en l'avenir, car oui, tant que je l'aimerai, tant que nous aimerons, l'avenir ne sera pas en danger. Sur le même sujet à la négative, Adam Tsier. L'apathie est-elle un danger? Ou plutôt, comme je me plais à l'appeler, devrions-nous criminaliser l'art de n'en avoir rien à faire de ce qui nous entoure? Une question néanmoins complexe, mais on a le droit de la poser, d'ouvrir le débat. En ce qui me concerne, je trouve que ériger ce sentiment pourtant humain en grand problème de l'humanité est bien fort de café. Pour vous donner un exemple bien concret, imaginez-vous qu'un beau jour d'été, vous vous trouviez dans un train en direction de Mulhouse et que votre voisin, à votre droite, se mit soudainement à vous parler de son élevage d'édredons en Bavière, par exemple. Alors, ce jeune homme doit sans doute être en train de vous raconter des choses très intéressantes sur les édredons, cependant, vous n'en avez que faire, en réalité. Alors, certes, je n'ai rien à titre personnel contre les édredons, mais concrètement, on s'en fout. Mais est-ce pour autant quelque chose qui va faire de nous un danger public? Or, je ne le pense pas. À titre personnel, je peux prétendre que je me sens apathique face à des conversations qui ne m'intéressent tout simplement pas. Et comme je l'ai dit, je n'ai rien contre les passions de mes compères. Le danger peut venir de nous-mêmes également. Par exemple, à titre personnel, j'ai une passion pour le patinage artistique. J'estime qu'il s'agit d'un sport qui m'entretient bien, qui me garde en santé, que je me plais à pratiquer. Or, il va de soi que ce sera un sujet qui ne va pas passionner mes amis mi-jambistes. Vous l'imaginez bien. Nous ne sommes en aucun cas soumis à l'obligation constante de ressentir la vie dans toutes ses intensités émotionnelles. Messieurs, dames. Le nœud du problème ne se trouve pas dans un sentiment quelconque d'apathie ou un sentiment de neutralité vis-à-vis des événements qui se produisent autour de nous, mais plutôt dans le comportement des individus face à ces mêmes émotions. En effet, il serait naïf de croire que les individus agissent par manque de discernement ou manque de ressenti à l'égard des événements de la vie. Il serait une erreur de penser que justement les actes seraient dépourvus d'intention, seraient dépourvus d'émotions, de ressentis et donc de sources qu'il faudrait combattre. En effet, ceci constituerait un piège mortel dans lequel il convient de ne pas tomber, car bien souvent les actes sont bel et bien motivés d'intentions et de sentiments qui sont souvent bien forts. Il n'est pas non plus question de prétendre que l'apathie, le fait de décider de, en effet, n'en avoir rien à faire de ce qui se passe autour de nous, serait
uniquement source de bonheur et de bien collectif. Évidemment, toute chose a son bien et son contraire. Par exemple, le chocolat, j'aime beaucoup manger du chocolat, mais il va de soi que manger trop de chocolat est mauvais pour la santé. De la même manière, vous imaginez bien que, en soi, l'apathie peut également avoir des conséquences néfastes. Mais encore là, l'ériger en grand problème de notre siècle, grand défi qu'il faudrait surmonter, me semble relever de l'hyperbole, à vrai dire. Car en effet, il peut nous arriver, dans des situations données, de n'en avoir que faire finalement de certains éléments de la vie, sans pour autant devenir l'ennemi à abattre. Bien au contraire, estimer que le grand danger de notre siècle serait ce sentiment reviendrait à une forme d'insulte pour justement tous ceux qui ont lutté contre des idéologies qui, elles, étaient bien motivées par des émotions. Comme par exemple, je prendrai un parallèle qui va vous sembler choquant et qui va peut-être davantage illustrer justement ce comparatif. Il va de soi que l'apathie constitue un moins grand danger comparé aux volontés de l'impérialisme par exemple. Or, l'impérialisme, la haine de l'autre, elle est bien motivée par des émotions, par des sentiments. Là où, au contraire, l'apathie, le fait d'être ennuyé, d'être somnolent, il va de soi que la comparaison semble point fortuite. Les tyrans de notre jour sont bien lucides. Ils ressentent des émotions du registre bien souvent de la haine et de la violence. Et c'est ceci qui motive réellement leurs actions et non pas un sentiment de vide que susciterait une hypothétique apathie, qui personnellement me semble davantage relever du registre justement de la paresse plutôt que celle de la grande violence. Ou alors je dois m'excuser auprès de la personne qui était assise à côté de moi ce jour-là dans le train. Mais là est un autre débat. Vous me l'accorderez. Donc si nous disons que l'enfer est vide et que tous ces démons sont ici, ce n'est pas pour rien. L'apathie en tant que telle n'est pas un danger, c'est plutôt l'hypocrisie des hommes qui l'est. C'est plutôt justement le sentiment de supériorité qui insuffle en chacun, en certains du moins, un feu destructeur qui nous amène justement tout droit vers notre perte. Et je trouve en ce qui me concerne que bien au contraire, le droit à la paresse, lui, est bien souvent trop négligé. La paresse n'est rien de plus que l'habitude de se reposer avant d'être fatigué. Et justement, le fait de ressentir la vie dans toutes ses intensités, finalement, revient justement à cette fatigue qui, bien souvent, entraîne également la fatigue de l'âme, la fatigue du corps, la fatigue de l'esprit. Et face à un monde tout aussi intense, tout aussi épuisant, il convient peut-être parfois de justement faire preuve d'apathie, faire preuve de sérénité, faire preuve de calme. Je vous dirais même que peut-être que c'est dans ces moments-là de sérénité, peut-être dans certains moments de solitude, que quelque chose dans l'air, dorénavant, a cette transparence, ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Sur le sujet, moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né, de Dalida, à la positive, Margot Galli, à la négative, Jérémy Vincent. À la positive, Margot Galli. Bonsoir docteur. Peut-on voir le corps? Jeune femme d'environ 20 ans, 1m62, 55 kg, cheveux châtains, yeux bleus. Quelques cicatrices mais pas de lésions. On penche pour du poison. Malgré le teint cireux de la victime, les expressions faciales sont marquées par un bonheur assez déconcertant, je dois dire. Le haut du corps commence à peine à raidir. Pas de doute, la mort a frappé ici même, salle du Sénéchal, jeudi 26 mars, aux alentours de 23h. Cause du décès? Succès. Cher public, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par conclure. D'ici 1 heure, je serai morte. Je sais, c'est triste à dire, mais c'est la fin. Quand vous partirez, je serai déjà loin. Parce que je ne vis qu'à travers vos yeux. Mes battements de cœur suivent la cadence de vos applaudissements. J'ai le trac si vous n'avez pas la trique. Je n'existe qu'à travers vous, car c'est vous qui m'avez fait naître. Alors pourvu qu'on s'aime, oui, pourvu qu'on s'aime des milliers de roses éternelles, parce que ce soir, c'est ma dernière représentation.
Je fais mes adieux à la scène, puis cette flamme jamais ne s'éteindre, et je dis bonjour à la mort, puisque c'est cette femme qui va m'étreindre. C'est ici, dans cette même salle, que je suis née devant vous l'année dernière, et je veux y tirer ma dernière révérence. Avaler des barbituriques comme Dalida, laisser une lettre, pardonnez-moi, profiter de l'entracte pour partir. Ce théâtre est un cimetière, où les morts continuent de discourir et où les fantômes ont toujours le rôle principal. Cher public, avant de mourir, je vous dois une dernière confidence. Sur scène, c'est la poésie qui me chatouille les sens. C'est elle qui, depuis petite, me pousse sur les planches. C'est plus fort que moi, comme une nécessité. Mes pensées font trop de bruit pour rester enfermées. Premier spectacle, premier bravo, première faveur. En fait, je crois que je n'existe nulle part ailleurs. Mon cerveau malade et moi, on sait saigner sur scène. On sait aimer sur scène. Et si le rideau tombe derrière moi un jour, je veux que ma mort fasse 15 rappels. Votre chronomètre ne me fera pas taire. Ce soir, comme Dalida, je n'ai qu'une prière et laissez-moi parler. J'aurais dû me méfier. Ça a commencé avec Molière. Et puis, il y a eu Tommy Cooper, Papa Wemba, Elvis Presley. Peut-être qu'il y avait un quota que j'avais pas vu en signant le contrat. Peut-être que sacrifier sa vie pour l'art, ça veut aussi dire se tirer une balle dans la tête, défendre la liberté d'expression armée d'un crayon, rejoindre le club des 27. Sur scène, le temps s'espace et la vie s'efface, mais l'artiste reste. Alors c'est une évidence, finir là où tout a commencé. Tout le parcours n'est qu'un détour et j'ai envie de revenir. Ma raison de vivre est devenue le lieu où je dois mourir. Je retourne à mon estrade, je me tourne vers mon passé. Mourir sur scène, même Jésus s'y était résigné. Mais c'est aussi une loi statistique, une constante séculaire de l'humanité. On a toujours tendance à mourir dans un rayon proche du lieu où l'on est né. Retrouver Paris, me jeter dans la Seine. Ici, chaque fois est une première fois. Chaque soir est le grand soir. Car c'est sur scène que j'ai retrouvé mon seul vrai amour, moi-même. Et si, cher public, vous hésitez à voter ce soir, n'y réfléchissez pas. Ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Car si c'est de honte qu'il faut mourir ce soir, mon contradicteur s'en chargera. Vous cherchez la lumière? Elle est braquée sur moi. Finalement, mourir sur scène, c'est y rester. Dès que vous montez au ciel, on vous édite chez la Pléiade. On vous décroche une étoile au firmament des lettres. Les paroles passent, les corps trépassent, mais le poème, lui, ne meurt jamais. Regardez tous ces écrivains que les Molières au souvenir dans nos mémoires. Mon plus grand bonheur est d'en être entouré. Alors, même si à Sciences Po ils sont plus bourgeois que gentilshommes, même s'ils sont avares en compliments et misanthropes le reste du temps, même si leurs discours sont aussi longs que leurs cravates, c'est-à-dire beaucoup trop, tous les poètes ont des défauts. Celui-là, par exemple, préférait que je me taise. Je pense qu'il n'aime pas les femmes savantes. Et celui-ci, il a marqué mes 200 malgré lui. Que vais-je faire dans cette galère? J'ai peur de la mort, oui, mais je ne veux pas l'éternité. Si je dois être immortelle, laissez l'Académie, les arts et les lettres en décider. C'est alors que, pendu à mes lèvres, vous me lancez par la pensée ma dernière réplique. Mourir ou ne pas mourir? Mais moi, je refuse de tourner les pages. Je préfère les écrire. Sur le même sujet, à la négative, Monsieur Jérémy Vincent. Ce soir, c'est ma dernière. Ce soir, je tire ma révérence, trop usée de rêver en songe, ma dernière danse. Quoi? Non, impossible! Je ne saurais partir ici maintenant, alors que la lumière m'éclaire encore. La scène vient à peine de me voir naître. Elle ne saurait me voir disparaître. Cher public,
Illustre jury, que de responsabilités me sont à nouveau confiées. Au cours du dernier concours, on m'avait chargé du premier discours. J'avais ouvert le bal, aujourd'hui je le clôt. Je passe de premier à dernier. Puisqu'on est à l'heure des confidences, on m'a formellement proscrit de citer Pierre Faury, la mascotte de l'éloquence, qui disait qu'on gardait toujours le meilleur pour la fin. Donc je ne le citerai pas. Lors de ma dernière participation, j'ai introduit, aujourd'hui je conclus, ma libido oratoire est définitivement comblée. Pourtant, face au pupitre, il y a 4 ans, je n'étais rien. Simple néo-toulousain à la conquête d'une montagne, l'art oratoire, avec pour seules armes une veste mal taillée, une plume rouillée et un verbe irrégulier. La scène m'a façonné, faisant d'un inconnu un incontournable. C'est sur cette scène qu'aujourd'hui je suis né, et voici que ce soir, on cherche déjà à m'en évincer. Non, c'est trop tôt, je ne suis pas prêt à mourir, je n'ai pas écrit assez de vers pour décrire mon histoire. Ma naissance, c'est ce discours. Ainsi tout a commencé, costume bleu, cravate serrée, mèche peignée et nez prononcé, je suis là pour vous la conter. Tel Cyrano, bien que névrosé, parfois négatif, né dans le faste, la scène m'a vu naître, la scène me verra briller. Mon épopée m'aura mené dans la demeure de quelques rhéteurs acerbes, déclamant avec verve leurs vers et racontant leurs histoires. La mienne ne saurait s'arrêter sur cette estrade à la fin de cette tirade. Car c'est bien cela le risque de mourir. Sur scène, votre histoire, elle s'arrête. À vouloir mettre le feu, le prometteur discoureur s'est approché trop près du brasier et s'est brûlé les ailes à la lumière des projecteurs. Réduits non pas en cendres, mais à une anecdote racontée autour d'un Ricard. Que m'importe la célébrité si elle m'apporte la mort? Moi je veux survivre à la scène en déclamant jusqu'au bout. Ma célébrité, je me la construirai, non pas par mon décès, mais par mes succès. Toutes et tous accourront pour m'entendre déclamer, déblatérer, paroles, paroles, encore des paroles. Mais la mort n'adviendra jamais. Les paroles s'envolent, certes, les écrits restent, et l'orateur entre dans l'histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, Dalida a rejoint Gigi, et pourtant, lors des chaudes soirées d'été, qui n'a jamais chanté l'amour aux eaux jusqu'au jour levé? Chère assemblée, que m'importe le trépas sur ce plancher quand je peux naître dans l'esprit des spectateurs, car partir face aux caméras, cela reste mourir. Et avec la mort vient l'oubli. Cet oubli, je le réfute, car je vivrai à travers mes vers. Mes sonnets seront au sommet, et je laisserai la scène aux avares de mots et aux galimatia de cette chère Margot. Je ne saurais donner ma vie à cette scène et laisser mon souvenir pourrir dans les yeux du public. Pour faire de la scène le dernier moment de sa vie, il faudrait être fou ou ressuscitable. Interlude biblique mais nécessaire, je tiens à rappeler à tous les païens de cette salle que la mort qui succède à la scène a lieu après dénonciation, souffrance par la passion, torture par flagellation, décès par crucifixion. Aucune réaction? Toute cette salle attente pour une salle athée? Interrompue. Non, la scène ne sera pas mon mouroir, mais l'estrade de ma victoire. Car le tribun né sur scène est également né dans vos esprits. Les souvenirs que vous garderez de cet éloge sont alors mon héritage. Mes mots me font naître dans l'esprit de quelques-uns, et je l'espère, dans le cœur de quelques-unes. Peut-être que c'est aussi pour cela que je ne peux pas mourir sur cette scène. Peut-être que la suite de mon épopée doit s'écrire à 4 mains, plutôt qu'à 2. En tout cas, en attendant ces 2 mains, je profite d'aujourd'hui, et j'écris afin que jamais je ne meure, que sur cette scène ou partout ailleurs, on ne se rappelle pas mon effigie, mais mon éloquence. Quand je sortirai de scène, vous m'oublierez. Mais ce que vous retiendrez, j'en suis persuadé, ce sont ces quelques rimes travaillées d'arrache-pied, ces mots d'esprit singulièrement peaufinés, ces sonnets insensés soulignant un stress censé signifier ma sensibilité. Ce soir, c'est ma dernière. Une dernière repéraison pour mon ultime
de mourir ce soir, je résonnerai dans vos esprits. Qu'on m'importe de rendre l'âme, je survivrai par mes écrits. Dans le sénéchal résonnera l'écho d'un rhéteur né sur scène pour hanter ses planches. Car jamais je ne mourrai aux yeux de l'éloquence. Et c'est ainsi que, sur une dernière tirade, je vous tiens ma révérence. Chers jurys, chers publics, chers orateurs, c'est déjà la fin du prix Veil. 11 voix se sont levées ce soir. Ils ont tous accepté le défi périlleux de mettre des mots sur le monde, sur eux-mêmes ou sur vous, chers publics, pris en otage parfois par des orateurs et oratrices sans vergogne. En 5 minutes 45 à peine, ils ont mobilisé tout ce qui était à leur disposition pour vous convaincre. Prenons un petit moment pour les remercier sincèrement toutes et tous pour avoir éliminé cette scène sans y mourir pour autant. Ils ont tissé des arguments, esquissé des gestes, cherché dans vos regards la confirmation que quelque chose avait traversé la salle. Un éclat de rire, une émotion retenue, une réflexion qui a continué de résonner bien après que le silence soit retombé. On leur avait simplement remis un sujet et une position. Défendre une thèse indépendamment de ses propres convictions, est-ce humilier la vérité ou se donner les moyens de la révéler coûte que coûte? Ce qui est certain, c'est ce qu'ils vous ont offert ce soir, c'est quelque chose d'éminemment rare, de l'art. Mais l'art est dans les yeux de celui qui la regarde, et c'est maintenant à vous d'en juger. Cher public, pour nous, vous n'êtes pas que des simples spectateurs, vous êtes les acteurs préférés de notre cité. Un QR code s'affichera bientôt à l'écran. Ce sera votre bulletin de vote. Une seule voix, un seul choix. C'est le prix du public et il n'appartient qu'à vous de le décerner. Revivez tous ces instants, ces moments où vous avez été captivés par leurs phrases, où votre souffle s'est accordé au leur, où c'était comme si vous étiez sur scène avec eux. Osez devenir aussi virtuose que par la justesse de votre choix. Replongez-vous dans leurs prestations jusqu'à monter sur scène. Enfin, façon de parler, je tiens à rappeler que la mairie de Toulouse est susceptible de légitimement nous éjecter à partir de 23h. Alors pour toute démonstration oratoire supplémentaire, veuillez suivre les tribunaux de Sciences Po Toulouse sur tous ces réseaux et vous préparer pour notre prochain prix d'éloquence. Enfin, parmi ces 11 prestations se cache le lauréat ou la lauréate du prix Veil, le titre du meilleur orateur ou de la meilleure oratrice de Sciences Po Toulouse. Le jury se retirera dans quelques instants pour délibérer et désigner le premier prix ainsi que les 2 prestations qui l'accompagneront sur le podium. Que seraient des orateurs et oratrices sans les feux des projecteurs et le flash des caméras? Nous tenons à remercier la mairie de Toulouse pour cette magnifique salle du Sénéchal et nous remercions également l'association POV de Sciences Po Toulouse qui nous a permis d'immortaliser cette soirée. Le temps des mots touche bientôt à sa fin. Laissons maintenant place à la musique. Cher public, chers jurys, chers orateurs et oratrices, veuillez accueillir la Fanfouze.
mal de temps. Ça a été un peu compliqué, parce que c'était assez serré pour notre côté du jury, c'est-à-dire les 3 premiers. Et donc de suite, je vais donner le prix que vous a décerné le public en folie. Et ce prix, il va, alors une courte tête, d'après ce que j'ai vu, il va à Alors moi j'ai la responsabilité de donner le 3e prix. C'est un peu l'histoire de ma vie, je suis 3e secrétaire, 3e prix, ça fait un peu de temps. Ça me fait plaisir, hein. Compatis avec le 3e. C'est pas évident mais on s'en remet. Oh, waouh! Alors félicitations, j'espère que l'histoire te retiendra, Sacha. Bon, je remets le prix, la 2e place, le vice-champion. Ah, attendez, je vais parler avant. C'est quand même moi qui ai créé les tribuns, mesdames, messieurs. La première fois que je suis allé au prix Mirabeau en 2014, c'est parce que j'étais arrivé 2e et que la 2e place était qualificative. Je voulais que mon 2e soit 1er parce que c'est bien un 2e, mais les 3 autres étaient pas d'accord avec moi et j'ai dû rivaliser d'éloquence pour quand même te placer à la 2e place, cher ami. L'éloquence, c'est pas que de la technique, c'est pas que de la maîtrise, c'est aussi savoir assumer sa fragilité, sa sensibilité, donner de soi, et tu l'as fait émerger. En effet, délibérer n'a pas été simple. Ça a été un concours d'éloquence à nous tout seuls. Mais malgré le fait que l'émotion soit une part centrale de l'éloquence, c'est son but premier, la manière dont on exprime ces émotions, la manière dont on les révèle. C'est aussi des années de pratique. Et c'est aussi une technique qui, je le sais, est infiniment dure à acquérir. Et moi, c'est ce que j'ai voulu valoriser ce soir. Et c'est pour ça que la première oratrice... c'est avec fierté que c'est Margot. Si Manon malheureusement ne peut pas le décerner avec moi puisqu'elle est en train de filmer ce triomphe, je tenais en tant qu'organisateur, mais aussi et sûrement plus en tant qu'ami, à te décerner ce soir le trophée de la meilleure oratrice de Sciences Po Toulouse.
très bon comme dans les pires moments. Et donc, voilà, je vous tire ma révérence sur ce réveil. J'étais tellement heureuse de partager cette année, ces 2 années en réalité avec vous. Et j'adresse déjà toutes mes félicitations. Et vraiment, je sais qu'ils vont aussi bien faire, voire tellement mieux que nous, au futur bureau des tribuns, qui va bientôt être nommé. Donc j'espère que vous les suivrez autant que vous nous avez suivis et supportez-nous